Bonjour les petits, bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Oh, on n'est pas nombreux ce soir. Bonjour à tous. C'est une petite plaisanterie qu'on a eue. C'est mon associé Florence qui m'a envoyé ça cet après-midi. Et j'ai trouvé ça très bien et très judicieux, puisque l'ouverture des lycées, collèges et autres, on a encore fait quelque chose, à mon avis, qui va être très compliqué, sans compter les professeurs qui ne veulent pas reprendre l'école parce qu'ils estiment, ces messieurs, dames, qu'éventuellement, ils ont peut-être déjà trop travaillé. C'est peut-être méchant en disant ça, mais il va bien falloir qu'on reprenne une activité normale à un moment ou à un autre. Donc, du coup, on a trouvé ça assez marrant. C'était une petite pointe d'humour et qui pouvait être bien. Bon. Aujourd'hui, pas d'informations plus importantes que ça. Donc, j'ai fait le choix d'aborder différents sujets qui sont quand même importants, vous allez le voir. Mais je me suis permis d'aborder des différents sujets qui vont vous intéresser, qui intéressent toujours un petit peu tout le monde dans le chef d'entreprise. En attendant demain, une intervention que j'estime personnellement importante et communiquée vraiment pour demain, parce qu'on aura Bernard Vasquez qui viendra donc faire un point sur les assurances sur des personnes, les indemnités journalières, etc., comment certaines compagnies le gèrent ou pas, qu'est-ce qu'ils ont prévu comme mesure de soutien, notamment en Toria. Donc, je pense que ça sera intéressant demain d'avoir quelques petites informations de ce sujet-là. D'accord. J'essaie de recontacter ma formatrice en droit fiscal, voir Camille, je ne sais pas si elle nous écoute ce soir, pour voir si elle accepterait de venir parler un petit peu des risques fiscaux des déclarations, puisque je vais vous montrer un chiffre ou deux tout à l'heure. Donc, je pense que ça serait assez intéressant. Donc voilà, on va commencer. On est beaucoup moins nombreux, vous voyez, ça s'estompe. On commence à en avoir un peu marre de m'écouter, je peux comprendre. Après, toujours pareil, c'est que j'essaye de continuer à l'animer, je pense encore jusqu'à la fin du confinement, parce qu'on n'est jamais à l'abri de recevoir certaines choses. On m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que je vais parler éventuellement des droits qu'on aura de laisser du personnel en chômage partiel ou pas à la rentrée. Je trouve que c'est trop tôt pour aborder ce sujet, puisque comme vous avez vu depuis le début des webinaires, il est urgent d'attendre, et je pense que c'est encore vrai, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a bien vu avec tout le problème des masques, etc., qui circulent, avec les traitements et autres. Donc, je n'aborderai la reprise qu'à partir du 3 ou 4 mai. Je ne l'aborde pas avant, parce qu'ils sont capables de nous chambouler tout en très peu de temps. Donc, ne mettons pas la charrue à l'avant les bœufs, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ce que je peux vous dire pour la reprise, c'est penser à avoir les outils de protection. Donc, commandez-les si partout vous pouvez en trouver, et le document unique des risques professionnels. Ça, vous avez intérêt à y travailler avant la reprise. Je pense que c'est les deux choses à travailler maintenant pour la reprise. Ensuite, les autres modalités, on verra ça plus tard. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait attention. Aujourd'hui, on est mardi après-midi. Donc, mardi après-midi, c'est les myopes corrections 1, 2 et 2, 1. Donc, il y en a peut-être qui ont des plus fortes corrections qui ne sont pas là aujourd'hui. Désolé. Ils font du webinaire, ils font du YouTube. Allez. Donc, les déclarations d'impôts, c'est parti. Donc, depuis hier, on peut tous faire les déclarations d'impôts. Donc, je sais pertinemment que chaque année, j'ai énormément de soucis à avoir réponse à mes questionnaires. Donc, le questionnaire sera sorti d'ici la fin de semaine. Cindy est en train de s'en occuper, Cine. Donc, il y aura un questionnaire comme d'habitude de version papier. On est en train d'essayer de travailler un questionnaire web pour permettre à tout le monde de répondre à des questions, puisque très souvent, sur le plan fiscal, on ne me donne pas toutes les précisions de ce qui s'est passé dans la vie du chef d'entreprise. Et après, on se dit, mais comment ça, vous ne le saviez pas, etc. Non, je ne peux pas savoir. Donc, si vous n'êtes pas taxé, si vous achetez un poêle à granule, vous avez fait un investissement défiscalisant, etc., je ne peux pas le savoir. Donc, pour ceux à qui on fait les feuilles d'impôt, je suis désolé, mais il faut remplir les questionnaires et le plus vite possible quand vous l'aurez. Donc, vous l'aurez vendredi. Vous essayez de le remplir vite possible avec les pièces complémentaires. Il nous faut des pièces. Et merci de faire l'effort. Cette année, vous ne pourrez pas dire que vous étiez tous débordés par l'activité professionnelle pour préparer les documents des impôts. Donc, normalement, on devrait avoir une période de déclaration qui est plus facile que les autres années. Donc, je pense quand même que
c'est une étape à faire, qu'on n'a pas le choix, on y va tous à reculons, on est bien d'accord. Par contre, on voit que pour notre région, nous, c'est le jeudi 11 juin, la dernière limite. N'attendez pas trop. De toute façon, nous, on vous demandera d'envoyer les documents bien avant, sinon je ne m'engage pas sur les délais, pas sur l'impôt sur le revenu. C'est pas le propre de notre métier. On le fait ça pour assister. Et pour ceux qui auront des revenus professionnels et qui passent par un expert comptable, vous aurez jusqu'au mercredi 1er juillet. Mais rassurez-vous, je refuse de dépasser la date du 11 juin. Parce que passer la date du 11 juin, nous, on a aussi d'autres et on a d'autres choses à faire. Donc, du coup, et puis on a envie de se reposer un petit peu de la période fiscale. Donc, le 11 juin, c'est la dernière limite. D'accord? Ceux qui seront postérieurs au 11 juin, quelque part, ils auront peut-être un rattrapage, mais ce n'est pas le but. Voilà. Donc, les déclarations d'impôt, c'est parti. Préparez bien tous vos documents, c'est maintenant. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier 2-3 petites choses sur les impôts sur le revenu quand même, qui sont leur importance. C'est que nous avons une année blanche en 2018, d'accord? Année blanche, ça avait des impacts. Le premier impact, c'est les revenus fonciers. On ne pouvait déduire que la moitié, ensuite la moitié de l'année d'après. Enfin, il y a toute une logique fiscale que notre avocat devait venir parler, qui est assez complexe. Donc, les revenus fonciers ne sont pas simples en 2018 et en 2019. Donc, ceux qui ont des revenus fonciers, préparez-les encore plus vite que les autres années. Si on gère la SCI, ça va, on sait le gérer. Si par contre, vous avez des revenus hors SCI, donc vous n'avez pas fait les documents avec nous, alors là, de grâce, travaillez les revenus fonciers maintenant, ça va être plus long que prévu. C'est plus long que ça. On ne pourra normalement, si vous avez, admettons, que des travaux en 2019 et pas avant, on ne pourra prendre en charge que la moitié des travaux de 2019, sauf si c'est travaux d'urgence, etc., enfin des cas de figure. Donc, ça, c'est complexe. Première étape. Deuxième étape complexe, si en 2018, vous avez payé des compléments d'impôt sur le revenu, puisque du fait de l'année blanche, si jamais votre année 2018 était bien plus élevée que les années antérieures, vous étiez dans une situation où on ne faisait payer au taux commun que le montant de ce qui dépassait le plus haut des revenus de 2016, 2017, 2015, 2016, 2017. Donc, on avait un énorme avantage fiscal. D'accord? Certains d'entre vous, j'en connais quelques-uns, ont quand même payé de l'impôt en 2018 pour les revenus de 2018. D'accord? J'en connais 2-3 là, des 4, 5 000, voire même un peu plus pour un chirurgien dentiste qui a fait une année exceptionnelle avec son épouse et qui se retrouvait avec des feuilles d'impôt relativement sympas. Or, il s'avère que si jamais en 2019, vous avez gagné autant qu'en 2018, l'impôt que vous avez perçu en 2018, on peut se le faire restituer. C'est une procédure contentieuse. Donc ça aussi, ça se gère, ça s'anticipe, etc. Donc pour ces personnes-là aussi, feuille d'impôt avant tout le monde parce que ça va être compliqué. Donc on a quand même ce problème de l'impôt sur le revenu aussi à gérer. D'accord? Ensuite, je rappelle, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas compris comment ça marchait, je rappelle que le prélèvement à la source ne porte que le nom, car en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On paye maintenant en 2019 pour l'impôt de 2019. Avant, qu'est-ce qui se passait? En 2018, je payais les acomptes de mon impôt sur le revenu de 2017 au mois de février, au mois de mai, et le seul au mois de septembre. Maintenant, je paye tous les mois des acomptes, ou le trimestre, des acomptes pour 2019, en 2019 pour mon année 2019. C'est juste un décalage des opérations de paiement, c'est tout. Donc, c'est pas du tout un prélèvement à la source. C'est pas ça un vrai prélèvement à la source. Donc, en France, on aime bien dire qu'on fait ce que les autres font bien, mais on le fait mal. Ça, c'est pas nouveau. Et pensez, pour beaucoup d'entre vous, pensent souvent réduction fiscale, type les Pinel, les choses comme ça. Mais avant de penser déduction fiscale, avant de penser réduction fiscale, réduction d'impôt, il faut penser déduction d'impôt si vous êtes supérieur à 14%. En effet, si vous avez une réduction fiscale qui s'étale sur 9 ans à 21%, alors que vous pouvez déduire à une tranche à 30%, la déduction est plus intéressante que la réduction. Donc, c'est le cas éventuellement d'un PERIM par rapport à un Pinel, selon quelques tranches. Ça dépend si on peut fabriquer du patrimoine, pas fabriquer du patrimoine. D'autant plus que souvent, le Pinel, c'est bien, j'ai une réduction, mais j'ai un revenu. Donc, le revenu est lui-même taxable. Donc, quand vous pensez déduction ou réduction d'impôt, si vous n'y pensez pas à un autre moment que maintenant, on ne fait pas n'importe quoi comme déduction et comme réduction. C'est du cas par cas. D'accord? C'est aussi pour ça que j'ai passé ce diplôme en ingénieur du patrimoine. C'est aussi du cas par cas. Et, je vous dis tout de suite, pensez déduction ou réduction fiscale, si on n'est pas minimum à 3 000 € d'impôt, à payer, pas trop d'intérêt d'y réfléchir. Vaut mieux payer son impôt. D'accord?
C'est vraiment aussi, malheureusement, réserver toutes ces techniques à celui qui a quand même un petit peu d'impôts à payer. Donc, souvent, vous payez 3 000 € d'impôts, j'ai une solution pour vous. Ouais, j'ai eu plus de gens qui ont été des côtés néfastes que des côtés bien faits sur ce genre d'opération. Donc, ça se calcule et j'en parle souvent à mes clients quand c'est le cas. Mais attention, c'est pas si simple que ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la perte des demi-parts si les enfants quittent le foyer fiscal. Donc, les impôts, ça se réfléchit. Posez-vous un petit peu. On attaquera pour tout le monde. Donc là, vous aurez bientôt le questionnaire et on attaquera les feuilles d'impôt. D'accord? Autre sujet aujourd'hui, parce qu'on m'a posé la question, c'est concernant les contrats alternants. Donc, les contrats alternants, il a été autorisé une prolongation par avenant au contrat initial des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, dont la date de fin était entre le 12 mars, ça il n'y en a pas beaucoup, mais surtout le 31 juillet. D'accord? C'est-à-dire que si jamais vous avez signé un apprenti ou un contrat pro et que la date de fin de contrat était le 31 juillet, donc vous étiez dans les années scolaires assez classiques, on va dire, tout se passait bien, tout allait bien. Sauf que, comme ils n'ont pas pu faire l'école normalement, ils n'ont pas eu les formations et ils ont proposé, les organismes de formation, de faire une prolongation du contrat alternant. Ce qui fait que ça décale. Il y aura éventuellement des diplômes qui, au lieu de se passer au mois de juin, vont se passer en septembre ou en octobre. Donc, on a fait un décalage de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien, dans la théorie, c'est magique. Je suis plutôt pour. Je suis plutôt quelqu'un qui aide les jeunes à essayer de se mettre sur le marché du travail. Le problème, c'est que on n'a pas pensé à tous les effets pervers, puisque la rémunération de l'apprenti varie aussi avec l'âge. Donc, je saute ma tranche pour mon apprenti le jour où il s'en va. Donc, imaginez tout simplement que mon jeune, entre le 31 juillet et la fin de son diplôme, parce que je vais lui faire un avenant à son contrat pour prolonger de 3 à 6 mois selon les contrats, mais généralement c'est 3 mois, je vais prolonger 3 mois, et il a passé son anniversaire, donc il a augmenté la tranche du contrat d'apprentissage ou du contrat alternant. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je n'avais pas forcément prévu dans mes budgets de payer un peu plus mon apprenti ou mon alternant, d'autant plus que quand il va s'en aller, s'il a eu l'âge après le 31 juillet, quand il va prendre ses congés, je vais lui verser le congé avec la nouvelle rémunération et non pas l'ancienne. Donc là, ça va peut-être me poser un problème de trésorerie. Je parle de choses qui ne sont pas non plus extraordinaires en termes de montant, mais il faut quand même y penser. Qui paye la différence? Cette différence n'était pas prévue. Donc c'est nous, employeurs, qui allons la payer. C'est normal, on a pris un jeune, il est venu nous aider. Ce n'est pas tant qu'on paye la différence en soi qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est qu'on va nous demander de la payer à un moment où nous, on ne sait pas si on va avoir suffisamment de boulot, si ça va bien se passer. Et surtout qu'on sait qu'une chose, c'est que l'État nous donne royalement, vous allez voir, 1 500 € dans certains cas, et qu'ils n'ont pas pensé ce cas-là. Par exemple, du petit jeune apprenti, je vais décaler parce que je ne veux pas mettre le petit jeune dans la merde, etc. Et le surplus que ça va me coûter, même l'aide de 1 500 €, ça ne me suffira même pas à payer le surplus. Voilà où ils en sont. Ils ont oublié complètement le tissu des TPE, des TTPE. Ils ont complètement oublié ça. On est les absents de toute cette crise. Si moi j'aurais appris quelque chose, c'est que dans la crise qui se passe tout de suite, les TTPE, on se moque de nous. Mais ça, je vous l'ai déjà dit le jour où j'étais en colère, mais c'est une vraie réalité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose très importante pour les gens du bâtiment, les architectes et autres. Donc, je vous en avais fait grâce, parce que c'est assez compliqué. Mais là, je suis obligé d'en parler un petit peu concernant, parce que j'ai des architectes et j'ai des entreprises du bâtiment, et même moi, je suis en train de faire construire en ce moment, donc c'était aussi pour ça qu'il m'était intéressé. Il y avait quand même une chose qui était assez importante, puisque il faut quand même savoir que la date de la loi d'urgence, d'accord, la date de fin, c'est le 24 mai, d'accord? Donc le 24 mai à minuit, on sort de la loi d'urgence. Sauf que les lois, ils avaient sorti des textes en disant qu'on faisait des reports, des substitutions, etc., jusqu'un mois après la fin de la période d'urgence. Donc, ça fait jusqu'au 23 juin. Et l'urbanisme, qui on sait très bien en France, est une catastrophe, puisqu'au Canada, vous avez quasiment le permis dans la journée si ce n'est pas le lendemain. Mais en France, nous, il nous faut 2 mois minimum, voire 3 mois pour obtenir un permis. Chose qu'il faudra qu'on m'explique parce que je n'ai jamais compris ça. Ça dépend des écoles, Verena. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit tout simplement que les permis qui n'étaient pas validés avant le 12 mars, ils ne faisaient plus d'instruction des dossiers jusqu'au 23 juin. Donc déjà, boum, on se prenait 3 mois dans les dents. Le dossier n'était même pas instruit. Je parle que de l'instruction du dossier.
pas dit l'obtention, je dis l'instruction. Et que pour ceux qui étaient déjà éventuellement obtenus, il y a le recours des tiers de 2 mois. Et ce recours des tiers, il était complètement suspendu. Et ils se sont dit, après le 23 juin, on repartira sur 2 mois. Puisque après les gens, ils auront oublié, on repartira sur 2 mois. Donc, ça mettait des délais, mais ça mettait un bordel fou, tellement fou, que quand même, il y en a des gens qui disent, mais comment faire pire pour relancer les projets du bâtiment et nuire à l'activité du second semestre? Parce que rien ne serait sorti pour le second semestre, le temps que tout se mette en place, plus les vacances. Et là, depuis le début, le syndicat du bâtiment dit, mais vous avez réfléchi là encore avec votre loi? Vous êtes en train, non seulement on ne travaille pas, mais vous êtes en train de geler tout ce qui va devoir nous servir à travailler après la crise. Ils ont bloqué le système. Et comme le bâtiment, c'est une grosse partie du métier, donc ils ont bloqué. Donc certes, ça ne se ferait pas tout de suite à la reprise, parce qu'il faudra finir les chantiers qui avaient été abandonnés, mais à partir de septembre ou octobre, boum, un coup d'arrêt. Alors, ils ont quand même compris 2-3 choses, mais il y aura quand même un coup d'arrêt. Puisque l'ordonnance 2020-427, qui est du 15 avril, récente, l'ordonnance, ça améliore ce système en disant que, du coup, ça ne sera pas un report du délai des tiers carrément opposé et repoussé au 23 juin pour partir sur 2 mois. Ça va dire, ce qu'il y avait avant le 12 mars, mettons que ça durait 1 mois, ça fait 1 mois. À partir du 23 juin, il n'y aura plus qu'1 mois à faire de recours des tiers. Donc déjà, on gagne un peu de temps pour les permis qui étaient avant le 12 mars. Et pour l'instruction des dossiers, ils ont dit que si l'instruction, elle avait commencé avant, vous n'aurez pas à repousser tout après comme une période blanche, vous aurez la durée d'instruction qui devra être maximum de 3 mois quand même, pour tenir en plus de la période de confinement. Ce qui veut dire que ça va libérer un petit peu quand même l'obtention de permis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les architectes qui attendaient des contrats. Je sais que j'ai des architectes qui regardent parfois, et ça sera une bonne nouvelle pour déloger le bâtiment. Mais ça prouve bien aussi quand même que ceux qui nous pondent des lois là-haut, ils n'ont quand même aucune notion de l'activité économique. Parce que pour avoir pondu ça, il a fallu que les syndicats se battent, les entreprises se battent pour leur dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez signé? Je trouve ça aberrant. Déjà, je trouve ça aberrant que ça mette aussi longtemps pour obtenir un permis. Et en plus, ils nous ont rajouté ça, mais c'est une hérésie totale. Et heureusement qu'ils sont aperçus de d'autres petites choses, mais c'est une catastrophe. Excusez-moi, mais pour moi, c'est des… Bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'en ai un peu plus la preuve. En termes d'économie, c'est vraiment des incompétents. Aide du fonds de solidarité. Alors, l'aide du fonds de solidarité, j'ai voulu, parce que j'en ai marre de voir des trucs complètement idiots. Vous pouvez lire sur Capital, la revue Capital, qui est quand même relativement connue, beaucoup de monde la lit. Énorme succès pour le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. Donc, il se gargarise. Ça, je pense qu'il y a des politiques derrière. Vous avez vu ce qu'on a fait, c'est génial pour les petites entreprises. Regardez, machin, on a 1 million d'entreprises de moins de 10 salariés qui ont fait la demande de l'obtention du fonds de solidarité. 1 million d'entreprises. Ils sont fiers parce qu'ils sont arrivés à 1 million d'entreprises. Moi, au premier abord, je me suis dit, 1 million, c'est vrai que, faut pas déconner, au 18 avril, c'est pas mal 1 million quand même. Ouais, pas mal. Sauf que, depuis le début, je vous dis que, pour moi, ça va concerner 1/4 de ma clientèle qui auront le droit à l'aide. J'ai été chercher les chiffres de 2017. Il y a 4,5 millions d'entreprises de moins de 10 salariés en France, dont 300 000 euros en CHR. D'accord? Il y a 4,5 millions d'entreprises. OK? Le ratio, ça, c'est des chiffres de l'INSEE, vous irez chercher vous-même. Aujourd'hui, ça laisse 22%. Donc, 1 million sur 4,5 millions, ça fait 22%. Voilà. Comme on sait que 98% de notre tissu économique est lié par les TPE. Donc, aujourd'hui, ils se gargarisent. Ils ont pondu une aide, dont 22% en profitent aujourd'hui. D'accord? D'autant, je vous marque, qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ont fait la demande et qui n'ont pas compris toutes les conditions. Parce qu'il y en a qui se sont précipités dessus pour demander sans vraiment comprendre. Je vous fais le pari, ce que vous voulez, qu'il y en a qui ont demandé d'obtenir la prime au mois de mars, sans vérifier s'ils avaient dépassé 60 000 euros charges sociales incluses. Il y en a qui ont dû le demander alors qu'ils touchent une pension de la retraite ou une pension de l'armée. Donc, j'en suis certain. Donc, moi, je pense que la moitié, mais vraiment je le pense, la moitié des aides qui ont été versées, à mon avis, ne respectent pas les conditions. Et en plus, dans cette moitié que je dis qu'ils ne respectent pas, il y en a plein qui ont dit, je sais que je ne respecte pas, je tente le coup quand même. Même moi, je suis à l'origine de certains clients, je dis, écoutez, tentez le coup quand même, comme on ne sait jamais, et c'est un peu alambiqué, après tout, tentez. Puisque de toute façon, il y en a plein qui ne vont pas le gêner. Et après tout, si certains d'entre vous ont envie de tenter, c'est votre choix.
Ça vous appartient. Moi, vous ne pouvez pas me demander de le faire parce que je ne peux pas m'engager sur l'honneur à votre place. Mais après, ceux qui veulent le tenter, tentez-le. Attention, après le retour de bâton. Et là, je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des surprises. Pour ceux qui ont une pension d'invalidité, une pension d'invalidité, ce n'étant pas une pension de vieillesse, est-ce que c'est une indemnité journalière versée par la sécurité sociale? Puisqu'on nous dit qu'il ne faut pas percevoir 800 € d'indemnité de la sécurité sociale. Indemnité journalière. Si c'est une indemnité journalière de pension d'invalidité partielle versée par la sécurité sociale, et 800 €, je suis marron. Sinon, non, une pension d'invalidité, à mon sens, c'est pas interdit. Mais elle est forcément partielle, de toute façon, parce que sinon, il serait plus chef d'entreprise. Hein. Donc, elle est forcément partielle. Donc, pourquoi pas? C'est pas interdit. Moi, s'il touche une pension de 500, je suis pas dans une pension de vieillesse, je ne suis pas dans un DJJ supérieur à 800. Bah, là, c'est pareil, c'est un exemple où, tentons le coup. Hein. Après tout, pourquoi pas tenter? Puisqu'ils ont été tellement fous dans leurs remarques. Moi, j'essaierai. Donc, même malgré tout ça et tous ceux qui ont tenté le coup quand je suis à 22%, excusez-moi, j'ai pas l'impression quand même qu'il y a de quoi se gargariser quand même. Énorme succès, 22%. Ouais. Inventaire. Alors, il y en a aussi qui clôturent au 31 mars. Ben oui, les bilans continuent. Hein. 31 mars, je clôture. Et l'inventaire, il faut faire chaque année un stock. Il y a encore de mes clients qui pensent qu'il ne faut pas faire un stock. C'est l'article 123.12 du Code du commerce. Il faut faire un stock. C'est obligatoire. Une fois par an, je dois faire un stock. Mais comment faire pendant la crise? Surtout si j'ai une clôture au 31 mars ou au 30 avril. La loi vous dit que si l'entreprise a un stock informatique, pour faire simple, si la loi a un stock informatique et qu'ils font des stocks roulants pour vérifier que mon stock informatique est juste, je n'ai pas besoin de faire un inventaire à la date de clôture. Par contre, la TPE, nous tous, on n'a pas de ça. C'est rare qu'on ait un outil comme ça. Il y en a certains, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de clients qui l'ont, hein, mais c'est assez rare. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de faire un inventaire permanent. Mais je ne peux pas faire venir mon personnel pour faire l'inventaire. J'ai une petite quincaillerie avec 1 ou 2 salariés. Mes salariés ne travaillent pas parce que de toute façon, je suis obligé d'être fermé. Je ne les fais pas venir parce qu'il va falloir toucher tout un tas de choses, etc. Je ne suis peut-être pas équipé et autres. Et j'étais au 31 mars, au 30 avril. Les deux dirigeants d'entreprise. Hein. Je vous souhaite un bon courage pour faire les stocks. Hein, ça va vous occuper un moment. Hein. Au moins, la période de confinement, vous savez quoi faire. Parce que vous serez obligé de faire un stock. Là, vous n'avez pas de tolérance. Ils n'ont prévu aucune tolérance. D'accord? Donc, sachez-le. Donc, ceux qui ont des inventaires à faire au 31 mars et au 30 avril, j'ai oublié de préciser quand c'était fin de mars qu'on était dans le feu de l'action, mais là, pensez à vos stocks quand même. Essayez de reconstituer du mieux qu'on peut. Je pense qu'ils seront quand même tolérants en cas de contrôle fiscal, mais attention quand même à vos stocks. Et c'était un document obligatoire chaque année. Trop souvent, nos clients nous donnent un montant de stock comme ça. Et je dis attention, je leur dis vous, le détail, c'est vous qui l'avez, hein, pas moi. Hein. Donc, inventaire du stock, je voulais quand même en parler 2 mots. Et je voulais finir sur la prime PEPA. Alors, sur la prime PEPA, vous savez, c'est la prime Macron, hein, des 1 000 € ou des 2 000 € si j'ai un contrat d'intéressement. Donc, moi, j'avais commencé chez Atom à faire des réunions d'information technique parce que l'intéressement pour les petites entreprises, l'intéressement plus les primes Macron, c'est gagnant à tous les coups. Je fais des exemples, j'explique des calculs, c'est gagnant. C'est gagnant. Il faut le faire. Il faut vraiment que je vous explique comment ça marche. C'est assez long, c'est assez compliqué parce qu'il faut que je vous amène tout le mode de réflexion. Ça marche et c'est une très bonne idée. Pour les comptables, c'est un conseil à donner à vos clients de réfléchir à la prime PEPA et de réfléchir à l'intéressement. Si vous avez une mécanique de réflexion un peu différente du ça me coûte et vous cherchez, je suis même arrivé à un cas où, pour un chirurgien dentiste avec son assistante dentaire, je suis arrivé à un cas que si jamais il remplissait des objectifs, donner 6 000 € à sa salariée d'intéressement, ça lui faisait gagner de l'argent. Ça lui faisait gagner de l'argent. Plus que s'il avait pris tout le bénéfice pour lui. Donc attention, arrêtons de rester sur nos acquis. C'est comme beaucoup que vous entendez souvent, les SCI, LIR, parce que derrière, je vais me faire matraquer quand je vendrai si jamais je suis à l'IS. Non. Révisez vos acquis. Il y a beaucoup de choses qui, ces 4-5 dernières années, sont tout changées. En fait, en droit fiscal ou en droit social, hein, en gros, passer 3 ans, c'est trop vieux. On recalcule, on refait. D'accord? Donc, de ce fait, je vais y travailler parce que j'avais déjà travaillé profond. J'ai fait des exemples, j'ai fait des supports, etc.
sur ce genre de principe. Et là, de ce qu'ils sont en train de nous faire sur la période Covid, c'est quoi en gros, hein? Je peux vous l'annoncer. C'est tout simplement qu'ils vont se dire que si jamais vous avez des salariés en télétravail, des salariés qui étaient en chômage partiel, des salariés qui sont été voir les clients et autres, on pourra faire fluctuer la prime Macron en fonction des conditions de travail qu'il y a eu pendant la période du Covid. Ils vont même à pousser dans le FAQ à se dire qu'éventuellement, il y a des salariés qui ne vont rien toucher. Là, il y a déjà les praticiens qui disent une prime, c'est collectif, il faut au moins toucher quelque chose. Ce qui m'énerve un petit peu d'ailleurs dans le montage, ça voudrait dire que si je fais une prime liée au Covid, il faudra quand même que je prévoie une petite part de prime à celui qui n'a pas travaillé du tout, qui est en chômage partiel tout le mois. Mais ça permettrait de faire des fluctuations 50 € pour celui qui est en chômage partiel, 1000 € pour celui qui est venu bosser. Quand je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de Carrefour ont refusé, Carrefour Market, ont refusé de donner les primes de 1000 € à leurs caissières, à ceux qui sont allés au charbon, etc., alors qu'un Carrefour Market, excusez-moi, j'ai vu plusieurs fois les chiffres, les mecs, ils gagnent bien leur vie. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils lâchent un peu du lest aussi. Hein. On aura peut-être un peu moins la vision que le patron, c'est un enfoiré qui se met dans la poche. Donc là, il aurait mérité, même si ce n'est pas 1000, même si c'est 200 ou 300, ils auraient mérité de toucher quelque chose. Moi, je suis assez partant pour ça, surtout qu'en fait, on n'est pas si perdant que ça si on va jusqu'au bout de la logique. D'accord? Donc, je sais qu'il faut que je m'y attarde, moi aussi pour le mien, mais comme les cordonniers les plus mal chaussés, comme d'habitude, mais c'est des choses qu'il va falloir que je mette en place. C'est pour ça donc qu'à l'issue du confinement, je vais revenir sur mes rites, réunions d'information technique, sur la prime Macron, en présentiel pour les braves, hein, ceux qui voudront balayer le danger et venir à une formation, sachant qu'on a une salle de 30 personnes et on s'étalera dans la salle de 30 personnes à 10. Donc, on sera suffisamment éloigné. J'aurai acheté des masques, donc les gens pourront mettre des masques s'ils veulent, du gel, etc. Je pourrai quand même faire des présentiels pour ceux qui voudront venir au présentiel. Et sinon, je le prévois de le faire via ce webinaire avec la prise de parole, hein, parce qu'on peut faire des systèmes avec des prises de parole. Et sur lequel, là, ça sera 29 € si 2 fois 1h30 ou 2 fois 1h30 à peu près, au lieu de 1 fois 2h30 en présentiel. Je préfère nettement le présentiel, c'est beaucoup plus vivant, c'est plus animé, c'est plus sympa pour les jeux de questions-réponses et autres que du webinaire. Voilà, donc ça sera ouvert bientôt. Les dates seront en juin, parce que, mine de rien, on a un délai à respecter. Donc, vous pourrez vous inscrire. Je pense que début juin, on essaiera de le faire. Pour ceux qui veulent faire, par contre, de l'intéressement, ça sera tout de suite début juin. On va peut-être même fermer, mais tout de suite début juin, parce que sinon, on sera bloqué par les délais de dépôt à la directe. Et sinon, après, ceux qui veulent faire que la prime Macron, ils pourront se permettre d'attendre un peu parce que c'est le 31 août. D'accord? Donc, voilà un petit peu aussi la prime PEPA. C'est quand même quelque chose à réfléchir pour ceux qui ont pu bosser ou autres, ou ceux qui savent qu'ils, malgré tout, gagnent de l'argent malgré cette période de crise. Ça va bien sûr faire gommer les résultats de manière sensible, mais qu'ils sont quand même encore à des situations de profit suffisants. Je pense qu'il y a des bonnes réflexions à avoir sur ce sujet-là. D'accord? Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il n'y avait pas de grandes animations. Demain, je rappelle, Bernard Vasquez, donc pour les assurances, il viendra, il parlera un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Préparez vos questions. Si certains d'entre vous ont des questions à poser concernant justement les organismes de prévoyance et autres, essayez d'envoyer les questions dès maintenant à contact@deficonseil.com. Très succinct, hein, une petite phrase succincte. On ne pourra pas parler des cas de tout le monde, bien sûr. Après, oui, vous vous rapprocherez de votre assureur respectif. Mais il viendra essayer de nous exposer 2-3 petits sujets dès demain. D'accord ? Voilà pour ce soir. Je vous remercie de continuer à me suivre. On était beaucoup moins nombreux aujourd'hui. Donc voilà, vous commencez peut-être à avoir un peu marre de moi à 18h, ce que je comprendrai. Hein. Et puis c'est vrai que quand il n'y a pas énormément d'infos qui circulent, je peux le comprendre. En attendant, on continue. Je serai sur le terrain jusqu'au 10, ou je sais pas, 10 ou 11, je sais pas. Je serai là, même si ça sera court comme aujourd'hui. Mais on essaiera d'avoir des petites informations. Et puis, faute de nouveautés extraordinaires, j'espère que vous apprenez 2-3 petites choses. Hein, ce que j'ai dit sur les propriétaires, l'article 30, etc. Vous apprenez des petites astuces. Surtout les webinaires, vous avez comme ça, vous pouvez le revoir. Tiens, il me semble bien que l'expert comptable m'avait parlé d'un truc. Vous y reviendrez. Je pense que ce sera bien. Et d'ailleurs, je pense que ce système de webinaire pour la communauté d'éditeurs de Atom, on fera des tutos, des choses de la communauté. Mais bon, ça, c'est une activité lucrative pour Atom, bien sûr. Ça sera autre chose. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bye bye.